Donc, bonjour à tous, bonjour à tous les participants de ce webinaire. Nous allons accueillir ce soir Catherine Pard de Purina. Bonsoir Catherine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le pourquoi du comment de cette rencontre de ce soir? Oui, bien en fait, on sait qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement de foin des dernières années, particulièrement cette année. Il y a eu moins de foin à cause de la sécheresse, il y a eu moins de volume, il y a eu un peu moins de qualité aussi, ce qu'on voit en tout cas dans les échantillons présentement. Donc, je vais essayer de vous aider un peu à choisir votre foin le mieux possible quand vous en trouvez. Puis, comment aussi l'étirer un peu les réserves là, si on a besoin dans le fond, si on n'a pas suffisamment de foin pour passer l'année. Super. Donc, je répète encore une fois, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil de questions-réponses. Donc, nous t'écoutons, Catherine. Alors, c'est parti. Comme ça. Ça ne sera pas long, je m'excuse. Et voilà. Alors, donc c'est ça. On va voir l'importance de la fibre dans l'alimentation du cheval. Oui, le foin, mais aussi qu'est-ce qu'on a d'autre comme option de fibre pour les aider. Alors, voici ce que vous recevez quand vous avez une analyse de foin. Un paquet de chiffres, un paquet de lettres que vous avez peut-être un peu de misère à comprendre. C'est un peu du charabia pour la majorité des gens. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire pour pouvoir justement vous aider à mieux choisir votre foin par rapport aux analyses, mais aussi par rapport au look de votre foin, sans nécessairement avoir à faire des analyses. Mais on va commencer par démystifier un peu tout ce qui est écrit là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les analyses de foin? Ce qu'on voit en premier, c'est la matière sèche. Donc, pour un foin sec, on va viser 87% et plus de matière sèche. Le problème, si on est plus humide que ça, le risque, en fait, c'est que le foin chauffe, qu'il y ait des moisissures qui se développent. Puis, bon, on a des problèmes de respiration avec nos chevaux, des problèmes respiratoires. Donc, on va essayer d'éviter ça. Quand on veut un foin qu'on dit semi-humide, des ballons enrobés, par exemple, on va viser entre 72 et 75% de matière sèche. Donc, on va y revenir tantôt, qu'est-ce qui est l'idéal pour les ballons, mais c'est ce qu'on viserait là, pour un foin semi-humide. Ensuite, les protéines brutes. On va viser idéalement en haut de 10%. Nos chevaux ont besoin de protéines pour garder leur masse musculaire, des fois pour la développer aussi, quand on a besoin. Donc, on veut idéalement en haut de 10%. C'est sûr que plus on a des chevaux qui travaillent, plus on a des chevaux, par exemple, en croissance ou des chevaux âgés, leurs besoins en protéines vont être un petit peu plus élevés. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un foin qui est un peu plus élevé que 10%. Ce n'est pas nécessaire d'avoir 18-19% de protéines non plus. À 13-14%, c'est un très beau foin pour des chevaux au travail ou des chevaux âgés, des poulets en croissance, des choses comme ça. En passant, oui, petite parenthèse là-dessus, quelle colonne on regarde? Juste pour vous revenir là-dessus. Il y a deux colonnes MS qui veut dire matière sèche. Donc, ça, c'est vraiment pour ramener sur 100% de matière sèche. Donc, quand on veut comparer deux foins, on va toujours les comparer en matière sèche. Puis, toutes les données que je vous donne, les 10% de protéines, ces choses-là, c'est toujours dans la colonne matière sèche. Donc, avant de voir un peu c'est quoi les données qui sont reliées à la fibre dans notre analyse de foin, on va essayer de comprendre c'est quoi la fibre. En fait, la fibre, c'est tout simplement la structure des plantes. C'est ce qui leur permet de se tenir debout, c'est ce qui leur permet de se protéger, c'est ce qui fait, dans le fond, qu'ils se tiennent. C'est composé d'hydrates de carbone structuraux qui vont être plus ou moins digestibles. On va voir un peu tantôt comment on peut vérifier leur digestibilité. Et ça va être fait d'hydrates de carbone non structuraux qui sont les sucres, les fameux HCNS là, dont on entend toujours parler. Donc, la fibre est composée de 4 choses: la pectine, l'hémicellulose, la cellulose et la lignine. Donc, la pectine, c'est la partie qui est très fermentescible. C'est la partie qui est vraiment la plus digestible. L'hémicellulose et la cellulose vont être partiellement digestibles et la lignine n'est pas du tout digestible. La lignine, si on veut comparer avec quelque chose de visuel, c'est un peu comme l'écorce d'arbre. Okay? L'écorce d'arbre serait 100% lignine. Donc, les chiffres qu'on voit sur notre analyse de foin, c'est la NDF et l'ADF. Donc, l'ADF va comprendre la cellulose et la lignine, donc les parties qui sont les moins digestibles. La NDF va aussi comprendre l'hémicellulose.
Donc, si on regarde sur notre analyse de foin, ce qu'on voit, notre NDF, c'est l'hémicellulose, la cellulose et la lignine. Et l'ADF, c'est la partie moins digestible, cellulose et lignine. La lignine, elle, étant non digestible, on en veut le moins possible. Surtout si on a des chevaux qui sont plus difficiles à garder rond. Okay? Quand on a des chevaux qui sont très faciles à garder rond, quand on a des Canadiens, des Haflinger, par exemple, qui regardent le foin et qui deviennent obèses, ça peut être intéressant d'avoir un peu plus de fibres non digestibles pour qu'ils puissent avoir un certain volume à manger sans leur faire prendre trop de poids. Mais idéalement, on voudrait avoir une NDF qui est élevée, donc une partie de fibre très digestible, et une ADF qui va être plus basse, donc la partie moins digestible, mais surtout un ratio lignine sur la fibre totale, qui est la NDF, qui va être bas. C'est ça qui va nous indiquer la digestibilité de notre foin, puis aussi la capacité de notre cheval à en manger. Parce que moins le foin est digestible, moins il est digéré rapidement, puis plus il prend de place dans le système digestif, puis on va voir tantôt un peu ce que ça fait dans ce temps-là. Ce qu'on va voir aussi sur les analyses de foin, c'est l'énergie. Okay? Ça veut dire, dans le fond, le contenu en calories qu'il y a dans notre foin. La capacité de notre foin de faire engraisser notre cheval, si on veut. Donc, ça va être calculé en énergie digestible. Ça nous donne une idée, en regardant l'énergie digestible, de comment ça peut faire engraisser notre cheval. Mais comme je vous disais, la capacité de notre cheval de manger le foin va avoir plus d'importance encore que le niveau d'énergie. Parce que si notre foin est très peu digestible et que ça prend beaucoup de temps à digérer, et que ça reste longtemps dans le système digestif, le cheval n'est pas capable d'en manger beaucoup. Parce qu'il y a quand même un volume total qui rentre dans le cheval et à un moment donné, il est plein. Si c'est long à traverser, bien, il ne peut pas en rentrer beaucoup. Donc, plus notre foin va être digestible, plus il va transiter rapidement, plus notre cheval va être capable d'aller chercher aussi des calories de là. Ce qu'on va voir aussi sur l'analyse des minéraux, donc le potassium, on va le regarder surtout pour les chevaux qui sont hip, donc qui font de l'hyperkaliémie. C'est des lignées de colors particulières. Là, dans ces cas-là, on va viser 1% maximum de potassium dans les foins. Ce qui va faire varier le potassium, entre autres, quand on a des printemps qui sont froids et humides, on va accumuler plus de potassium au niveau des plantes parce que c'est un élément qui est plus mobile quand c'est froid et humide. Donc, elle va se promener facilement, le potassium va se promener rapidement dans la plante, donc il va en accumuler plus. Puis ça va dépendre aussi quand on a des graminées qui contiennent généralement un petit peu plus de potassium. Bon, en tout cas, il y a des types de plantes aussi qui peuvent avoir un effet là-dessus. Donc, à vérifier pour les chevaux qui souffrent d'hyperkaliémie. Ensuite, le ratio calcium-phosphore. Pour un cheval adulte, on a beaucoup de marge au niveau du ratio. Ça peut être de 5:1 à 1:1. Okay? On a une grande marge. Par contre, chez les poulets en croissance, les juments en lactation, notre fenêtre est beaucoup plus petite. On va viser entre 1,8:1 et 2,2:1. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y a production de lait et le ratio dans le lait va être 2:1. Et dans les os aussi, la production d'eau, le poulain qui grandit, ça va être de 2:1. Donc, c'est ce qu'on va viser, mais dans la ration totale. Okay? Donc, le foin étant un gros apport de calcium et de phosphore, parce que c'est une grande partie de son alimentation, c'est important d'avoir une analyse de foin, surtout chez les poulets en croissance, pour avoir ces ratios-là. Et on va viser un ratio zinc cuivre de 3:1. On va voir aussi le gras sur les analyses de foin. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est très significatif dans les analyses de foin. Il va y avoir peu de variabilité. Généralement, ça va tourner autour de 2% là, le gras, mais ça a peu d'importance dans la formulation. Les sucres, les fameux sucres dans le foin. C'est vrai aussi dans les moulées. Okay? Quand on parle d'HCNS, les hydrates de carbone non structuraux, là, versus les structuraux qui tiennent la plante, qu'on a vu tantôt. Donc, ces sucres-là, c'est problématique juste quand on a des chevaux qui sont résistants à l'insuline. Donc, soit des chevaux obèses ou des chevaux qui ont le Cushing. Pour les autres chevaux, honnêtement, ça n'a pas vraiment d'importance. Quand notre cheval n'est pas trop gras, qu'il n'y a pas de résistance à l'insuline, le niveau de sucre n'a pas vraiment d'importance dans le foin. Par contre, quand on a des choix problèmes, il faut le vérifier. Donc, ce qu'on vérifie, c'est les sucres totaux. Donc, on va calculer les sucres solubles dans l'eau, donc les WSC, plus l'amidon. Ça va nous donner les sucres totaux. Donc, les WSC sont composés des sucres simples et de fructane. Et c'est ce qu'on voit sur notre analyse de foin. On l'a dans le bas, WSC. On vise 10% et moins idéalement pour des chevaux à problème. Mais je peux vous dire que c'est très rare qu'on a des foins à 10% de WSC. Ça va être plus généralement autour de 12-13. C'est déjà bien. En bas de 15, généralement, c'est quand même bien. Ce qui est important de faire attention, c'est quand on fait des transitions d'un foin à l'autre pour ces chevaux-là, s'il y a un taux de sucre qui est plus élevé, surtout d'y aller très graduellement pour éviter les risques de fourbure. Ce qu'on a aussi sur l'analyse, c'est les ESC, donc les sucres solubles dans l'éther. C'est des sucres simples. Okay? Pourquoi on les fait analyser, les ESC? C'est pour avoir le niveau de fructane. Parce que quand on enlève les sucres solubles dans l'éther des sucres solubles dans l'eau, ça nous donne le niveau de fructane. Puis le fructane, c'est le sucre qui est le plus dangereux, si on veut, pour un cheval qui fourbe, ou un cheval qui est résistant à l'insuline.
Donc, on va viser entre 5 et 10 on va viser le plus près possible de 5 pour les choix à problème. Puis, on va aussi avoir les niveaux d'amidon. Ça varie peu dans le foin, c'est entre 1,8 puis 2,2, 2,3. Donc, c'est pas si élevé que ça là, au niveau du foin. Fait que c'est pas quelque chose qui a une très grosse influence. Donc, juste un petit résumé, c'est quoi les sucres qu'il y a dans un foin? C'est les sucres qui sont solubles dans l'eau et l'amidon, qui nous donnent les sucres totaux. Et les sucres solubles dans l'eau sont composés des sucres solubles dans l'éther et du fructose. Donc, quand on regarde notre foin, quand on veut choisir notre foin qu'on magasine, ce qu'on veut regarder, c'est entre autres la maturité de notre foin. Plus notre foin va être jeune, moins il va contenir de lignine, donc plus il va être digestible. Plus il va apporter généralement aussi de protéines, de calories, de minéraux. Donc, un foin jeune va être très intéressant pour des chevaux, entre autres, qui ont besoin de beaucoup de moulées, qui sont plus difficiles à garder ronds. Si on y va avec un foin plus jeune, on va y aller avec quelque chose qui va être plus intéressant pour eux. À l'autre extrême, on a le foin qui est plus mature, qui va contenir plus de lignine, qui va être moins digestible. Il peut être intéressant pour nos chevaux qui sont un peu trop gras, parce que ça va nous permettre justement qu'ils en mangent plus, qu'ils ne restent pas pendant des longues périodes sans foin, de rationner à l'extrême, tout ça. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'avoir deux types de foin dans une écurie, parce qu'on n'a généralement pas juste un type de cheval. Donc, d'avoir deux types de foin, ça peut être intéressant là, pour pouvoir jouer justement indépendamment du type de cheval qu'on a. Sur les photos à gauche qu'on voit, la première du haut, c'est le stade idéal pour avoir un foin qui va être jeune, un foin de mie, qui va être de bonne qualité, qui va avoir un bon rendement quand même dans le champ, puis qui va vraiment apporter le plus de calories, protéines et tout ça. La deuxième photo, c'est encore acceptable. On voit que le mie est déjà plus mûr, il est bien sorti de son enveloppe. La tête est bien sortie, mais est encore bien fermée. Donc, ça, c'est un bon compromis. Et la troisième photo, là, on voit que le mie est vraiment tout ouvert, il est en fleurs. Là, ça va nous faire un foin qui va contenir beaucoup plus de lignine, qui va être moins digestif, donc pour nos chevaux un peu plus gros. Okay? Quand on veut acheter du foin, le premier critère de tout, c'est toujours pas de poussière. Okay? Le reste, on va toujours pouvoir s'organiser, mais s'il y a de la poussière, c'est un problème parce que, bon, même si on mouille le foin, c'est problématique, c'est compliqué, c'est jamais rien agréable. Quand on veut un foin qui est très digestible aussi, on va regarder dans notre foin pour avoir plus de feuilles que de tiges. Plus on va avoir de feuilles par rapport à la tige, plus notre foin va être digestible, parce que c'est la tige qui contient le plus de lignine, puis c'est ça qui fait que le foin est moins digestible. On va avoir une belle couleur verte. Okay? Quand le foin a jauni, généralement, il a traîné un peu plus au champ, un peu plus de risque d'avoir des poussières, des choses comme ça. Puis on veut qu'il sente bon. N'hésitez pas, quand vous achetez du foin, à ouvrir des balles de foin, à vous mettre la face dedans, puis à le sentir. Même si vous pensez que vous ne connaissez pas ça, puis que vous ne verrez pas la différence, si ça vous pique le nez à la première respiration, imaginez-vous votre cheval qui va avoir le nez dedans 16 à 18 heures par jour, c'est sûr qu'éventuellement, il va développer des problèmes. Donc, n'hésitez pas à sentir votre foin. Et bien sûr, faire une analyse, ça reste la meilleure façon de savoir les composantes exactes de notre foin. Ça nous permet aussi, d'une année à l'autre, d'ajuster les rations avant que les chevaux prennent ou perdent du poids. Si, exemple, l'année passée, on avait un foin qui était plus pauvre, qui était plus mature, puis cette année, on tombe avec un foin qui est plus riche, bien, en sachant déjà combien ça peut apporter de calories, ça va nous aider à ajuster tout de suite les rations et éviter que les chevaux prennent trop de poids avant de rebaisser la mou. Donc, ça nous permet de comparer d'une année à l'autre ce qu'on a. Ça peut être très intéressant. Ça, c'est des types de plantes qu'on retrouve dans le foin. Donc, à gauche, notre traditionnel mie. À droite, un qu'on voit de plus en plus, c'est le brome inerme. En fait, le brome est intéressant parce que si on a un terrain qui est plus sec, qui est très bien drainé, ou dans un package même, il fait énormément de racines. Donc, il s'implante très bien dans le sol, puis il tient le sol aussi. Puis même si c'est sec, vu qu'il y a des racines plus profondes, il arrive à bien pousser. On a aussi le dactyle à gauche. Le dactyle, intéressant parce que résistant. Par contre, le problème, c'est que si on le fait un peu trop mature, les chevaux ne l'aiment pas. Donc, ils vont le trier. C'est à faire un petit peu plus attention. Il faut vraiment le faucher plus jeune. La fétuque élevée, maintenant, il y a des variétés sans endophyte. Mais c'est très important, si vous semez de la fétuque élevée, de vous informer que ce soit une variété sans endophyte. Parce que les endophytes, c'est super dans le sens où ça rend la plante très résistante. Par contre, ces endophytes-là produisent des toxines qui peuvent faire que les juments restent en chaleur super longtemps, qu'il y ait des avortements embryonnaires, des choses comme ça. Donc, juste faire attention à bien s'informer pour avoir une variété certifiée sans endophyte. Maintenant, les légumineuses. On reconnaît les graminées parce qu'ils font une longue tige avec une tête au bout. Les légumineuses, eux, ressemblent plus à ça. Donc, à gauche, on a la luzerne. La luzerne, très intéressante parce que, en fait, les légumineuses en général, par rapport aux graminées, vont apporter plus de calories, plus de protéines, plus de calcium aussi. Donc, c'est des plantes qui sont très intéressantes à avoir. La luzerne,
c'est plus facile à faire pousser dans les zones où c'est un peu mieux drainé, puis surtout où est-ce qu'il y a de la neige l'hiver. Parce que c'est une plante qui ne résiste pas très bien au froid, donc à faire attention. Le trèfle rouge, qui est un grand classique aussi, reconnaissable à sa fleur, et au V blanc dans la feuille. Si vous remarquez bien, parce qu'on va comparer avec les autres trèfles tantôt, remarquez bien le V blanc qu'on voit dans les feuilles pour le trèfle rouge. Donc ça, c'est deux plantes qui n'ont pas de problème à avoir dans du foin. Le trèfle blanc va être plus intéressant en pâturage en fait qu'en foin, parce qu'il fait des feuilles qui sont plutôt au sol, donc c'est un peu plus difficile à ramasser quand on fauche. Par contre, au pâturage, très intéressant, c'est une plante qui se ressème toute seule, donc au pâturage, c'est agréable parce qu'elle va se ressemer, on n'aura pas besoin de le refaire. Donc, le trèfle blanc, on le reconnaît parce que la fleur, en fait, est sur une tige sans feuilles. Donc, si vous arrachez la fleur, vous allez voir qu'il n'y a aucune feuille sur la tige. Comparativement à ce qu'on voit à droite, le trèfle alsique. Le trèfle alsique, on n'en veut pas parce que ça cause la photosensibilité chez les chevaux. Donc, si vous avez un cheval qui a un spot blanc, les pires pour ça, c'est les peintres ou les chevaux vraiment blancs, genre type ibérique. Quand ils mangent du trèfle alsique, à cause de la photosensibilité que ça crée, ils attrapent comme des coups de soleil. Donc, j'ai vu des chevaux perdre tout ce qui était blanc, puis ça vient comme brûler comme un gros coup de soleil en dessous. Puis vraiment, le poil tombe, puis la peau, elle vient vraiment irriter. Donc, à faire attention, le trèfle alsique à proscrire là, idéalement dans le foin comme dans les pâturages. Donc, on le reconnaît parce qu'il n'y a pas de V blanc sur la feuille et parce qu'il y a des feuilles sur la tige de fleurs. Donc, on peut le différencier comme ça du trèfle blanc et du trèfle rouge. Maintenant, des balles rondes ou des balles carrées. En fait, c'est le même foin avec des entreposages différents. C'est plus difficile de réussir des belles balles rondes sèches parce que ça prend un peu plus de temps de séchage au champ, donc il faut espérer qu'il va faire beau plus longtemps pour bien les réussir, pour pas qu'il y ait de poussière dedans. Ça fait plus de gaspillage aussi si on n'a pas de mangeoire, si on n'a pas de filet, parce que les chevaux, souvent, ils vont tirer beaucoup dessus, ils vont se faire un beau lit bien confortable autour de la balle, puis ils vont en gaspiller beaucoup. Donc, ça peut être un problème, mais avec un filet, ça peut être très intéressant. Et les balles doivent être à l'abri des intempéries. Okay? Comme la photo à gauche, là, que le foin est tout jauni, que le foin autour a eu le temps de repousser, c'est trop tard pour la rentrée. Ça va être plein de poussière, ça va vraiment être problématique pour les chevaux. Donc, si on a des balles rondes qui ne sont pas enrobées, elles doivent être protégées, soit par un toit, une toile, quelque chose, mais il faut vraiment qu'elles soient à l'abri des intempéries. Dans les balles enrobées maintenant, oui, il y a le risque de botulisme, mais en tout cas, ça fait 13 ans que je suis sur la route et ça fait au-dessus de 30 ans que je suis dans les chevaux. Je n'ai pas vu de cas de chevaux qui étaient morts du botulisme et qui avaient été vaccinés. Par contre, oui, il y a eu des cas de chevaux morts du botulisme parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés et qu'ils ont mangé des ballons humides. Donc, très important de les faire vacciner si on sert des ballons humides. Par contre, ça reste un foin qui est intéressant parce que c'est un foin qui n'aura jamais de poussière. C'est un foin qui est plus souple aussi. Donc, pour nos vieux chevaux qui ont des problèmes de dentition, pour des poulains aussi, c'est quelque chose qui est bien le fun. Ça goûte bon, ça sent bon, les chevaux ils aiment ça. Mais surtout l'été, il faut que ça se mange en dedans de 3 jours. Fait que si vous avez juste 2 chevaux, ce n'est pas un bon plan parce que aussitôt qu'on ouvre la balle, l'air entre dedans et le processus dans le fond, pas de fermentation, mais de moisissure s'installe. Donc, il faut que ça se mange en dedans de 3 jours. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Et on vise toujours entre 25 et 28 % d'humidité. En anglais, il y a comme 2 termes, silage, puis il y a haylage. Fait que le silage, c'est plus comme l'ensilage, puis le haylage, ce serait plus comme du semi-sec, on dirait ici. Donc, on vise entre 25 et 28 % d'humidité pour ces balles rondes-là enrobées. Ensuite, est-ce qu'on prend la première ou la deuxième coupe? La première coupe, généralement, elle va contenir plus de graminées quand on a un champ qui est mixte. Pourquoi? Parce que quand c'est frais et humide, le mie, entre autres, adore ça, c'est là qu'il pousse le mieux. Par contre, souvent, la première coupe va être un peu moins élevée en protéines, en calories, en calcium. Et les graminées contiennent un peu plus de sucre. Donc, souvent, la première coupe, vu qu'on a plus de graminées, on risque d'avoir un foin qui est un petit peu plus sucré. Et si on passe droit d'1 semaine, 10 jours au mois de juin pour faire la première coupe, ça va vite que ça devient très ligneux. Et on n'a pas une grosse marge parce que ça pousse très rapidement au printemps. À la deuxième coupe, généralement, encore là, si on a un champ mixte, on va avoir plus de légumineuses parce que les légumineuses ont des racines plus en profondeur puis il est mieux quand c'est plus sec. Donc, puis notre graminée, notre mie qui a des racines en surface, quand ça devient sec au mois de juillet, lui, il n'arrive plus à repousser. C'est là que notre luzerne, notre trèfle va prendre le dessus. Ce qui va faire que ça va faire un foin qui contient plus de protéines, plus de calcium, plus de calories. Un peu moins de sucre aussi, parce que les légumineuses contiennent moins de sucre que les graminées, et moins de fibres non digestibles.
Encore là, si on fait la deuxième coupe, quand le trèfle est en fleurs brunes, ça aura beau être la deuxième coupe, ça ne sera pas très digestible. Okay? Donc, le stade de coupe va avoir encore plus d'importance que le numéro de la coupe. Comme on a vu tantôt, notre mie, s'il est fait à la deuxième coupe du mie, s'il sort bien, il n'y en a pratiquement pas de tige. Donc, ça peut être super intéressant. Versus si on le fait trop tard, la première coupe, où il peut. C'est la même plante, en fait. Donc, c'est juste le stade de coupe qui va avoir une influence dans ces cas-là. Ensuite, le foin. Comme on a vu tantôt sur nos analyses, ça apporte de l'énergie, des calories, ça apporte des protéines, ça apporte des minéraux. Par contre, il n'y a pas de vitamines dans le foin sec après 3 mois d'entreposage. Les vitamines se sont toutes dégradées. Il n'y aura pas non plus de sélénium, parce que, bon, on sait qu'il n'y a pas de sélénium dans toute l'Amérique du Nord, dans le sol, donc il ne peut pas en apparaître dans le foin. Il n'y aura pas assez de zinc, il va manquer du manganèse un peu aussi, donc il y a certains éléments qui manquent dans le foin simplement. Ça se peut que notre cheval soit beau, soit rond, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas tout ce dont il a besoin, même s'il reçoit un très, très, très beau foin. À quoi ça nous sert de servir du foin et de la fibre à notre cheval? Entre autres parce que ça le fait mastiquer. Donc, ça va, oui, réduire la taille de la particule, mais surtout, ça favorise la production de salive. La salive va venir calmer l'acidité au niveau de l'estomac. Donc, plus notre cheval mastique, plus il y a production de salive, plus on calme l'acidité au niveau de l'estomac. Et qu'est-ce qui arrive si on ne diminue pas l'acidité dans l'estomac? Des ulcères. Donc, si on voit sur la photo du bas, c'est ce qu'on veut éviter, bien sûr, le plus possible. Donc, le fait de servir du foin ou de la fibre, puis d'en avoir régulièrement, ça va aider à diminuer, dans le fond, l'acidité au niveau de l'estomac, d'augmenter le pH, puis d'avoir un environnement qui est plus sain. Dans l'estomac, mais aussi dans le gros intestin. Puis, dans l'estomac, on le comprend à cause de la salive, à cause de la mastication. Et dans le gros intestin, pourquoi? Parce que quand la fibre est digérée, c'est digéré en fait par fermentation, puis ça produit des acides gras volatiles. On ne rentrera pas trop dans les détails, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça produit de l'énergie. Puis ça produit une énergie qui a un pH qui est équilibré pour la muqueuse, justement. Donc, ça protège notre muqueuse intestinale, ça va aider notre système immunitaire parce que notre muqueuse est bien protégée. Mais aussi, ça va réduire les risques de colique. Parce que s'il y a toujours du foin qui rentre, il y a aussi toujours du mouvement au niveau de l'intestin. Il n'y a pas de stagnation. Puis c'est quand il y a stagnation au niveau de l'intestin qu'il y a des mauvaises bactéries qui se développent et qu'on peut avoir des coliques toxiques. Donc, le fait d'avoir toujours du foin qui entre, ça aide à ce qu'il y ait toujours du mouvement au niveau de l'intestin, donc prévenir ces coliques toxiques-là. Et le fait d'avoir beaucoup de fibres aussi au niveau de l'intestin, ça va aider à conserver l'eau. Donc, ça va prévenir la déshydratation de notre cheval. Entre autres, quand on a des grosses fins de semaine de concours où il va faire très chaud, le fait que notre cheval mange beaucoup de foin et ait accès à beaucoup d'eau, ça va aider à conserver son eau au niveau de son intestin. Donc, il va déshydrater moins rapidement. Donc, si on manque de fibres, on va avoir un problème au niveau de l'intestin, c'est certain. On a plus de risque d'avoir des gaz, des coliques gazeuses, de la diarrhée, parce qu'entre autres, il y a moins de mouvement au niveau du système digestif. Si on a trop de fibres peu digestibles, bien là, on va avoir trop de volume au niveau du tube digestif et c'est là qu'on va avoir nos fameuses bédaines de foin. On a une belle photo à gauche. C'est pas parce qu'un cheval a une bédaine de foin qui est gras, on le voit bien. Il manque de masse musculaire, ce cheval-là. Il manque de côte de chair. On voit ses côtes, on voit les points de hanche, on voit très bien le garrot. Par contre, il y a une très grosse bédaine. Il n'est pas gras. C'est du foin qui s'accumule au niveau de l'intestin parce qu'il n'est pas digéré assez rapidement. Puis dans un cas comme ça, on voit que le foin il doit être très pauvre parce que le cheval en mange énormément pour réussir à combler le fait que ça ne contient pas assez. Puis on voit que ça ne lui suffit pas parce qu'on voit ses côtes, on voit qu'il n'y a pas de top line, il n'y a pas de musculature. Donc, un foin qui est peu digestible, ça peut aussi amener à ça, là, surtout chez les chevaux qui sont plus difficiles à garder ronds. En passant, pour des bananes de foin comme ça, quelque chose qui peut être intéressant quand on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre foin, on n'a pas bon. Ça peut être, entre autres, de servir de la levure qui va venir aider les bonnes bactéries au niveau du gros intestin pour aider à mieux digérer la fibre. Donc, ça va aider à faire baisser ces bananes de foin-là. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir une source de fibre qui est plus digestible, comme des remplacements de foin ou des choses comme ça, mais on va le voir un petit peu plus tard. La fibre, ça peut aussi aider à diminuer l'ennui. Okay? Ça augmente le volume de la ration. Le cheval est occupé à faire quelque chose, mais ça reste avant tout un besoin physiologique, un besoin physique plus que psychologique de manger du foin. Okay? Le cheval, il ne se met pas à roter parce qu'il s'ennuie, il se met à roter parce qu'il a mal à l'estomac, parce qu'il y a trop d'acidité au niveau de l'estomac. Pas parce qu'il s'ennuie, pas parce qu'il a appris du cheval en avant de lui. Donc, le fait d'avoir toujours du foin disponible, ça peut aider à diminuer l'apparition de certains tics comme le roux. Puis, ça peut aussi aider à diminuer des tics comme le tic de l'ours parce que bon, ils ont quelque chose d'autre à faire que juste aller et retour dans leur box.
Donc, le foin, selon la littérature, ils nous disent de servir un minimum de 1 % du poids du cheval en fibres longues par jour. Fibres longues, ça veut dire en fait 3/4 de pouce de long. C'est pas obligé d'être du foin qui fait 30 cm de long. 3/4 de pouce de long, c'est suffisant. Par contre, à 1 % du poids du cheval, pour l'avoir essayé, je ne ferais pas ça. Ça n'a pas bien fonctionné. On a eu des problèmes de colique toxique. Même si on servait 8 repas par jour, même si tout était super bien fait, c'était pas suffisant. Moi, je ne descends plus en bas de 1,5 % du poids du cheval. Et ça, c'est vraiment quand on a besoin de rationner, soit parce qu'on n'a plus du tout de foin, on sait qu'on va manquer de foin, ou parce que le cheval a vraiment un problème d'obésité. Mais sinon, je ne descends pas. J'essaie de ne pas rationner le foin, mais dans les cas où il faut le faire, bien, on ne va pas en bas de 1,5 % de son poids. Il faut toujours garder au moins 50 % de la ration en fibre longue. Parce que la fibre longue, en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir du mouvement au niveau du système digestif. Parce qu'une fibre qui est trop courte, qui est en bas de 3/4 de pouce de long, ne créera pas de mouvement au niveau de l'intestin. Ça peut être intéressant quand même pour remplacer une partie de fibre qui est moins digestible, des choses comme ça, mais ça ne peut pas remplacer tout le foin. Aussi, le fait de servir plusieurs petits repas, ça va être très intéressant pour le cheval parce qu'en fait, il y a peu de capacité de storage dans le sens où l'estomac est tout petit. Donc, ça passe assez rapidement. C'est une adaptation en fait pour la fuite qui peut se grignoter puis se sauver tout de suite après. C'est sûr que ça va occuper son temps d'avoir plusieurs repas, puis moins de risque encore d'avoir de l'acidité dans l'estomac parce que le cheval reste à jeun pendant des moins longues périodes. En gros, 3 heures après que l'estomac soit vide, en fait, donc à peu près 4h30 après la dernière bouchée de foin, le cheval commence déjà à être inconfortable. L'acidité s'est assez accumulée déjà pour que le cheval commence à être inconfortable. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de développer des ulcères, mais ça veut dire qu'il commence déjà à être inconfortable. Ensuite, pour justement nos chevaux qui sont trop gras et qu'on veut rationner, très important de les nourrir dans des slow feeders ou de servir vraiment beaucoup de repas. C'est l'avantage des slow feeders, c'est qu'on n'a pas besoin d'y aller 8 fois par jour. Donc, on peut mettre le foin là-dedans et ça les ralentit énormément de manger. Pour les chevaux qui sont au package, le muzzle, très intéressant aussi. Et ce n'est pas torturer un cheval que de lui mettre un muzzle parce qu'il est obèse et qu'on veut l'envoyer au champ. Ce qui serait le torturer, ce serait de le laisser aller au champ sans muzzle et de fourber. Ça, ce serait de la torture parce que ça fait mal. Le muzzle, je peux vous dire, c'est pas du tout dangereux pour eux. Ils peuvent manger quand même, ça fait juste les ralentir. Ils peuvent aller boire. Puis j'ai même vu déjà un cheval réussir à manger une pomme avec ça. C'est une jument canadienne qui s'accotait les dents chaque côté du trou puis elle réussit à aller chercher des slices de pommes. Donc, c'est pas cruel, c'est juste bénéfique pour eux parce que ça va les éviter justement qu'ils deviennent encore plus obèses et qu'il faut. Donc, si on veut remplacer une partie du foin, parce qu'on voit que notre réserve ne t'offre pas l'année, on peut en remplacer une partie par les petits cubes, comme la photo en haut à gauche. Donc, ces petits cubes-là, c'est une fibre qui est moulue. Donc, très intéressant parce que c'est une fibre qui est très, très digestible. Les ingrédients aussi qui sont dedans doivent être digestibles. Ce n'est pas juste le fait qu'elle soit moulue. On va voir tantôt les différents types de fibres qui peuvent être utilisés. Mais c'est très important de s'en servir en fait pour remplacer qu'une partie du foin, jamais tout le foin. Mais si on a un foin justement qui est moins digestible puis qu'on veut en remplacer une partie, c'est l'idéal parce que ça va nous amener une fibre plus digestible. Donc, ça va venir balancer pour la fibre moins digestible du foin. Par contre, si on veut remplacer tout le foin, soit parce qu'on en manque, on n'en a juste plus, ou parce qu'on a un cheval qui a des problèmes d'allergie, exemple, qui ne peut pas manger de foin, ou un cheval plus âgé qui a des problèmes de dents, là, on va y aller avec les gros cubes en bas à gauche. Ces cubes-là contiennent de la fibre, dans le fond, qui fait à peu près 3/4 de pouce de long, donc c'est suffisant pour créer du mouvement. Puis quand c'est des problèmes de dents, que ce soit parce que c'est un vieux cheval ou peu importe la raison, très important de le détremper, ça va leur donner une bonne chance, ça fait comme du manger mou pour les petits vieux, c'est déjà presque pré-mâché, c'est juste la bonne longueur pour que ça crée du mouvement. Donc, très sécuritaire là, quand on veut remplacer tout le foin. Donc, les ingrédients qu'on peut retrouver dans les différentes sources de fibres, en fait, dans les différents compléments de foin, c'est entre autres les cales d'avoine. Les cales d'avoine, c'est, comme vous pouvez remarquer, pas la meilleure source. On a vu tantôt, quand on veut notre ratio lignine sur NDF le plus bas possible, dans le fond, le plus bas possible pour que ce soit le plus digestible possible. Si on regarde les cales d'avoine, on est à 8,2 % de lignine sur la fibre totale, versus les cales de soya qui est à 3,7 %. La pulpe de betterave aussi, très intéressante avec son 4,8 %. Son de blé, déjà beaucoup moins intéressant. Puis le son de riz, bien là, on est très, très, très peu digestible. Donc, écale de soya, pulpe de betterave, deux très bons ingrédients à ajouter dans un complément de foin. Donc, c'est, en fait, regardez les analyses, pas les analyses, mais les listes d'ingrédients. Si vous trouvez ces ingrédients-là, vous savez que vous avez quelque chose de qualité. Donc, ce qui est nécessaire. Un cheval va consommer en moyenne 2,5 % de son poids.
Donc, si on veut calculer rapidement, un cheval de 1000 livres va manger environ 25 livres au total par jour. On veut au moins 1,5 % de ça qui soit en fibre longue. Donc, très important. Et si on diminue à 1,5 %, de servir plusieurs repas ou dans des slow feeders essentiels. On veut un foin de qualité, toujours selon les besoins de notre cheval. Si c'est un cheval qui s'engraisse facilement, on va essayer d'y aller avec quelque chose qui est un peu plus mature. Si c'est des chevaux qui sont plus difficiles à engraisser, on va y aller avec un foin plus jeune, moins ligneux. On va utiliser aussi des remplacements de foin quand c'est nécessaire, quand on n'arrive pas à trouver suffisamment de foin, quand notre foin est de moins bonne qualité, qu'on va en remplacer une partie. C'est des très beaux produits, très intéressants à utiliser. Puis, il faut garder en tête que la fibre longue, c'est la base de la ration. Ça reste que le cheval est un herbivore, ça doit toujours rester la base de sa ration. Donc, on a des outils chez Purina. Oh, pardon. On a des outils chez Purina pour vous aider. Sur notre site, si vous allez sur equipurina.ca, vous allez voir qu'on a un calculateur de foin. Dans le fond, vous pouvez entrer le nombre de chevaux que vous avez, combien il vous reste de balles de foin, le poids de vos balles de foin, puis ça va vous dire si vous avez suffisamment de foin pour finir l'année, puis sinon, combien il vous en manquerait. Donc, c'est quelque chose, n'hésitez pas à aller l'utiliser, ça peut vous donner un bon outil pour savoir si vous allez avoir suffisamment de réserves. Il y a aussi sur le site un calculateur de ration. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, vous pouvez entrer les quantités de moulées que vous servez par rapport aux quantités de suppléments. Ça va vous dire si vous êtes dedans ou pas. Il y a aussi un outil de sélection de moulées. Donc, vous pouvez aller voir quelle moulée serait la mieux appropriée pour votre cheval selon son type d'exercice, son âge et tout ça. Il y a Purina Connect. De 9h à 18h, tous les jours ouvrables, il y a quelqu'un en ligne pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Et je vous rassure, ce n'est pas une secrétaire dans le fond de l'Inde qui va vous répondre. C'est moi, c'est mes collègues. On est tous des gens qui font de la route, qui connaissent les chevaux, qui connaissent bien les produits, puis on est là pour vous aider. Donc, vous pouvez nous rejoindre, que ce soit par le chat, en passant par le site, que ce soit par le téléphone, par courriel. Il y a plein de façons de nous rejoindre. On est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est vraiment là pour vous. Et en plus, pour le mois d'août, il y a une promotion chez tous nos concessionnaires, en fait, où on offre un 2 $ de rabais lorsque vous achetez 10 sacs de n'importe quel produit de la gamme Super Fibra. Donc, c'est entre autres la nature, le classique, qui sont vraiment des remplacements de foin, et les moulées fibres et gras aussi, qui peuvent aussi amener une autre source de fibres en plus des calories. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider peut-être pour étirer un peu vos réserves. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et Perrine, je cède. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Donc, on a déjà une question qui vient de rentrer. On nous demande en quoi l'écaille de soya devrait être plus privilégiée que des cubes de 1000 luzernes seulement. Pourquoi mettre des agents de remplissage alors qu'on peut avoir des cubes de 1000 luzernes? En fait, ce n'est pas une remplissage. C'est une source de fibres de très bonne qualité, dans le même principe que la pulpe de betterave. C'est qu'en fait, ça amène une source de fibres qui va être plus digestible que les cubes de 1000 luzernes. Parce que les cubes de 1000 luzernes, c'est bien, c'est super intéressant comme produit. Puis comme je dis, c'est la base quand il faut remplacer tout le foin. Mais ça va apporter une source de fibres qui va quand même être moins digestible que les cales de soya. Puis les cales de soya, comme la pulpe de betterave, vu que c'est des fibres très, très digestibles, ils ont un peu un effet prébiotique, si on veut, sur l'intestin. Vu qu'ils nous amènent des fibres plus digestibles pour les bactéries se reproduisent mieux. Donc, c'est très intéressant comme source de fibres. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je rappelle pour les participants qui sont en ligne que si vous souhaitez poser vos questions, vous pouvez cliquer sur le petit bouton de questions-réponses qui est en bas de votre écran. Catherine se fera un plaisir de vous aider sur tous ces sujets-là. Sinon, il y a toujours Purina Connect aussi. On est toujours là. Si les questions vous viennent plus tard, il n'y a pas de gêne, on est là pour ça. En tout temps. Ah, puis vous pouvez aussi passer par la page Facebook. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Vous pouvez nous écrire directement sur Messenger ou laisser un message sur notre site. On nous pose la question, quel est l'impact du foin mouillé sur la quantité et les besoins? En fait, ça change très peu de choses, le fait de mouiller le foin, sauf sur le sucre. Ça va changer les niveaux de sucre. Ça peut diminuer de 85-90 % les sucres solubles, mais ça ne changera pas vraiment le niveau de protéines ou de minéraux. C'est vraiment juste au niveau du sucre. Est-ce qu'on parle, René, est-ce qu'on parle du foin ensilé ou est-ce qu'on parle d'un foin mouillé pour c'est pas pareil. pour la poussière, par exemple?
Alors, le temps elle dit foin sec, mouillé. Voilà, donc c'est bien ça. OK, je suis correct. On a une autre question. Pourquoi est-il véhiculé que la deuxième coupe est moins bonne? D'après la présentation, ce n'est pas toujours le cas. Non, effectivement, généralement, la deuxième coupe va contenir plus de calories, plus de protéines. C'est que, traditionnellement, on est habitué à des races qui sont très rustiques, justement les Canadiens, entre autres. Et c'est sûr qu'un Canadien qui ne travaille pas très fort et qui mange la deuxième coupe, il y a de fortes chances de devenir obèse et de fourber, éventuellement. Donc, c'est plus ça qui a donné une mauvaise réputation à la deuxième coupe. Parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais encore là, comme je vous dis, si vous avez des chevaux qui sont très faciles à engraisser, ce n'est pas nécessairement le meilleur plan. Mais pour des chevaux qui ont besoin de calories, qui ont besoin de protéines, qui ont besoin de se développer, oui, là, ça va être très intéressant, la deuxième coupe. Parfait. On a une autre question qui vient de rentrer. Je ne sais pas si Purina en fait, mais quelle est la différence entre, par exemple, du Fibra classique et de l'Econofoin? En fait, le classique, nous, nos deux produits, c'est classique et le nature. Okay? Le nature serait plus proche de ce qu'on appelle l'éconofoin traditionnel, si on veut, qui est la marque La Coop, en fait, je pense. Mais un peu comme un Kleenex, c'est un peu dans le même principe. Le nature ne contient pas de minéraux-vitamines, tandis que le classique a des minéraux-vitamines ajoutés, tout simplement. Puis dans l'éconofoin, c'est le même principe, il n'y a pas de minéraux-vitamines ajoutés versus le classique. Dans le fond, le classique, c'est comme une moulée sans trop de calories. C'est un remplacement de foin avec minéraux-vitamines ajoutés. Merci. J'ai plusieurs personnes qui nous demandent si on va avoir le webinaire et le contenu de la présentation de disponible après ce soir. Alors, pour votre information, ceux qui n'étaient pas là au tout début, le webinaire est présentement enregistré et il sera disponible en rediffusion, donc avec l'ensemble des données qui ont été présentées par Catherine. Alors, on a une nouvelle question qui vient de rentrer. Qu'en est-il de la luzerne? On m'a toujours dit d'essayer de la limiter. Même principe de la première versus deuxième coupe. La luzerne, c'est une source de fibres de très belle qualité, dans le sens où, justement, elle ne contiendra pas énormément de lignine, elle va contenir plus de protéines et de calcium que le mie. Plus de calories aussi. Donc, oui, à utiliser à modération quand on a des chevaux faciles à engraisser. C'est toujours ça qui est la clé là-dedans. Quand on a des chevaux qui ont besoin de 3-4 kilos de moulée, puis qui ne travaillent pas 6 jours semaine, 1h30 par jour, ça veut dire qu'il y a quelque chose, probablement que le foin ne contient pas assez. Fait que c'est là que ça peut être intéressant d'aller chercher un foin qui va contenir un peu plus de luzerne. Ça va nous permettre de diminuer les quantités de moulée qu'on va servir. Mais quand on n'a déjà pas besoin de mouler et que le cheval est trop gras, ce n'est pas une bonne option. Merci. On a d'autres questions, notamment par rapport au calcul du ratio. On a dit 1,5 minimum tout à l'heure. Si on dit qu'un cheval, alors on me dit 1 kg, j'imagine que c'est un petit peu plus que ça, on diminue les longues fibres à 1,5%. Comment peut-on calculer le 1% en manque de granules? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En gros, c'est que si on reprend notre cheval, ben, on va le calculer en kilos, c'est plus facile. Fait que si on dit, bon, ça revient au même en fait. Mais si on prend notre cheval de 1000 livres qui mange 2,5% au total par jour, donc il va manger 25 livres. Si on prend 1,5%, donc 15 livres en foin ou en fibre longue, il va nous rester 10 livres qu'on peut mettre en foin cubé, en remplacement de foin, des petits cubes en fait. L'important, c'est de garder le 15 livres de foin. Puis après ça, l'autre 10 livres, ça peut être de la moulée, ça peut être des compléments de foin, ça peut être un ensemble de tout ça. Là. Parfait. On nous demande si on peut utiliser le muzzle pour de la balle ronde. Non, malheureusement, parce que pour que le muzzle fonctionne, il faut que l'herbe pousse par en haut pour que ça puisse rentrer dans le trou. Donc, si l'herbe n'est pas dressée, le cheval ne sera pas capable de manger. C'est pour ça que c'est vraiment fait spécifiquement pour les pâturages. Sur une balle ronde, on serait mieux d'utiliser un filet, ça serait beaucoup plus efficace. Comme un feeder directement sur la balle. Exactement, parce que sinon, le cheval n'arrivera pas à manger. Même si c'est du foin au sol, peu importe comment c'est fait, si ce n'est pas de l'herbe, il n'arrivera pas à manger. Parfait, merci. On a d'autres questions qui sont rentrées. On nous demande quel est le taux de calories idéal dans l'analyse ou combien de calories est-ce qu'un cheval a besoin par jour? Encore là, ça dépend. Dans les chevaux. Oui, c'est ça. Ça dépend des chevaux, ça dépend du niveau d'exercice, ça dépend de l'âge, ça dépend d'un paquet de facteurs.
Un foin va contenir idéalement entre au moins 1,8 mégacalories et 2,2, j'ai vu jusqu'à 2,4 mégacalories par kilo. Donc, si on est autour de 2, généralement, c'est un foin qui est très acceptable. Fait que si on multiplie notre 2 kg par disons, 10 kg qu'il va manger de foin par jour, ben, ça nous fait 20 mégacalories qui vient du foin. Dans le même ordre d'idée, on nous propose de retourner sur ta slide avec l'analyse de foin et de voir si on peut passer quelques minutes à regarder ensemble sur ce tableau précisément en lien avec tout ce qui a été présenté. Certainement. Donnez-moi juste une petite seconde, je rebascule. Donc, celle-là ici? Oui. C'est bien ça. Donc, vous voulez que je les renomme un petit peu, qu'on les regarde ensemble, c'est ça? Oui. OK. Donc, si on regarde, comme je vous disais, essayez de toujours regarder la colonne MS, donc matière sèche. Okay? Pour comparer deux foins, c'est qu'on le ramène sur 100% de matière sèche, c'est plus facile de comparer. C'est plus comparer des pommes avec des pommes, en fait. Donc, on va regarder dans la colonne matière sèche le niveau de protéines brutes. Je disais, on voudrait idéalement en haut de 10, en fait. Donc, celui-là serait très acceptable. Ensuite, on va regardez pas le CADF, CNDF. Regardez juste ADF, NDF. Okay? Parce qu'il y a des données là-dessus qui ne sont pas nécessairement utiles là, dans ce qu'on fait. Il y a des données qui sont plus pour les vaches et des choses comme ça. Fait que, si on regarde ADF, NDF, donc ce qu'on veut, c'est un ADF qui est le plus bas possible pour avoir une NDF la plus haute possible. Donc, si on regarde ce foin-là, puis ce qui est bien avec nos analyses, c'est que vous avez des valeurs typiques. La colonne juste à gauche, valeur typique base MS, ça vous donne une idée des foins qu'on a analysés dans je pense de mémoire, c'est les 10 dernières années. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur de votre foin par rapport à la moyenne des foins qui ont été analysés par nous dans les 10 dernières années. Donc, si on regarde l'ADF, NDF sur ce foin-là, très intéressant. On disait tantôt la lignine, OK? Donc, on était à 4,80 dans celle-là. On visera entre 4,35 et 6,49. Plus on est bas, plus c'est digestible. Donc, un beau foin. Si on regarde notre ratio lignine-NDF, ce qui est le plus important, en fait, encore plus que juste le pourcentage de lignine, on est à 8,44. Donc, si on regarde par rapport à la moyenne, c'est quand même assez bas. Donc, un foin qui va être très digestible, qui va être très intéressant. Si on regarde l'énergie digestible, on est à 2,05. Donc, encore là, un beau niveau de calories. Ensuite, on va regarder le calcium, qui est à 0,55. Le phosphore est à 0,22. Ça, on va s'en servir, entre autres, quand on calcule les rations, pour savoir si on a assez d'apport de calcium et de phosphore. Ensuite, comme je vous disais, le ratio calcium-phosphore qui est très important pour les poulets en croissance et les juments en lactation. Donc, on va viser autour de 2 pour 1 pour des juments en croissance et des poulets en lactation. Des poulets en croissance et des juments en lactation, inverse. Donc, vous voyez, celui-là, il se trouve à être à 2,5. Donc, c'est un petit peu élevé pour des poulets en croissance. Il faudrait y aller avec un supplément qui va être balancé en calcium-phosphore pour venir contrecarrer un petit peu ce trop de plein de calcium-là. Ensuite, on a le magnésium. On voit à 0,16, c'est dans la normale. Le potassium aussi, à 1,9, c'est dans la moyenne. Ensuite, si on continue de descendre, si on regarde mon sodium, chlore, soufre, tout ça, on peut comparer encore avec les moyennes. Fait qu'on voit que c'est un foin qui est standard. Ça, c'est toutes des choses qui sont faciles à comprendre. Puis quand on regarde les deux derniers, c'est là qu'on a nos sucres. Donc, les sucres solubles dans l'éthanol, qui vont nous donner avec le sucre soluble dans l'eau, la différence, c'est fructane. Donc, on disait, on vise autour de 10 pour un foin pour des chevaux qui seraient résistants à l'insuline. Donc, exemple, un cheval qui aurait le Cushing, à 10,94, c'est un taux de sucre qui est très intéressant. Si on veut vérifier le fructane, si on faisait 10,94 moins 7,17, on va arriver autour de 4,5. Et mon calcul mental n'est pas très bon. Bref, c'est pas un taux encore là qui est très élevé, donc c'est un foin qui serait sécuritaire pour des chevaux qui ont des problèmes de résistance à l'insuline. Pour rebondir sur cette présentation, quel type de supplément pourrait équilibrer le fameux ratio calcium-phosphore dont on parlait tout à l'heure? Pour ça, j'aurais tendance à y aller vers quelque chose comme Equalizer, qui a un ratio calcium-phosphore de 1 pour 1. Fait que ça nous aiderait à diminuer le ratio en y allant avec quelque chose qui est de 1 pour 1. Donc, on réussirait probablement à balancer la ration là, pour le poulain avec ça. Merci. Pour en revenir à la question de tout à l'heure par rapport au muzzle, quelles autres solutions peuvent exister pour un cheval qui est obèse, malgré le fait qu'ils aient un slow feeder sur une balle ronde? En mettre deux.
J'ai vu quelqu'un mettre 2 d'épée, tout simplement. Fait que ça recroise, donc, parce qu'il y en a qui deviennent très habiles à tasser les mailles et aller chercher le foin. Donc, c'est d'en mettre 2 d'épée. Souvent, c'est la seule solution. Parce qu'ils sont malheureusement un peu trop intelligents. Donc, puis leurs babines sont très, très sensibles, sont très malléables. Donc, c'est ça. Quand on n'arrive pas à ralentir suffisamment avec un filet, on peut en mettre 2 d'épée. Et la meilleure façon de faire maigrir un cheval, ça reste l'exercice. Donc, s'il n'y a pas de problème de santé qui l'empêche de faire d'exercice, beaucoup de trop, beaucoup de cardio, ça reste encore la meilleure des options. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure aussi du niveau de fibres non digestibles dans le foin? Oui, oui, c'est sûr que si elle avec un foin qui va être un peu plus mature, ça va apporter moins de calories par bouchée. Donc, c'est quelque chose qui va aussi diminuer le nombre de calories totales que le cheval va recevoir par jour. Si notre foin contient 1,8 mégacalories ou 2,2, bien, ça va faire la différence entre 18 mégacalories par jour ou 22 mégacalories par jour. Déjà, on peut diminuer de 4 mégacalories juste en choisissant le foin approprié. Merci. Vas-y. Toujours au package, foin à volonté, chevaux à l'extérieur à l'année avec filet à foin. Y a-t-il des solutions pour les gras? Package mixte avec 2 chevaux plus vieux sans les séparer. Est-ce que c'est possible ou je rêve en couleur? Bon, on est un petit peu dans la même famille de questions. Oui, en fait, si on est capable de séparer les groupes par facilité engraissée, si on veut, c'est sûr que ça donne une chance. Parce que nos chevaux plus âgés, en plus d'avoir plus de difficultés à manger, ils se font tasser, généralement. Tu sais, c'est pas juste, ils ont de la difficulté à se rendre à la nourriture, puis ils ont de la difficulté à la manger. Donc, pour ces chevaux-là qui sont un petit peu plus difficiles à garder rond, quand on est capable de séparer le clos, c'est sûr que ça leur donne une chance. Ou sinon, ben, c'est les nourrir à part. Leur donner un peu plus de grains à ceux-là pour leur donner une chance d'aller chercher des calories ailleurs que dans le foin. Merci. Qu'en est-il du taux maximum d'humidité sur le foin enrobé? Idéalement, on ne va pas en haut de 28 d'humidité. Parce qu'après ça, on tombe plus dans la catégorie ensilage, où là, ça devient une fermentation qui est plus acide. Pour les chevaux, c'est un peu moins intéressant. Merci. Si on veut faire analyser son foin, comment prendre les échantillons de foin? Excellente question. Merci de me le poser parce que j'avais oublié d'en parler. Donc, idéalement, là, malheureusement, on est encore en période de COVID, on est un peu limité dans nos déplacements, tout ça, mais idéalement, c'est de nous appeler pour qu'on aille les prendre. Parce que de prendre une poignée de foin dans une balle, c'est comme de dire je prends un pied carré dans un champ de 10 acres. C'est pas représentatif. Donc, nous, quand on y va avec une perceuse, avec une sonde. Donc, on va prendre plusieurs balles de foin, plusieurs galettes dans plusieurs balles de foin. Donc, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus représentatif. Si on ne peut pas y aller, si on est mal pris, c'est d'au moins essayer de prendre plusieurs balles de foin, des petites poignées de foin partout dans la grange, puis de les mettre dans un sac, puis de nous l'apporter pour qu'on puisse l'analyser. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions potentiellement pour Catherine pendant qu'on est en direct? Ah, quel est l'impact du soleil sur le foin entreposé? Ça lui fait perdre sa couleur, première des choses. Mais ça ne fait pas perdre tant de valeur alimentaire que ça. Donc, c'est pas dramatique. Quand c'est vraiment juste jauni par le soleil, parce que, par exemple, c'est ça, le soleil entre dans la grange, mais qu'il n'y a pas d'eau dessus, parce que ça entre par une fenêtre ou des choses comme ça, c'est pas vraiment problématique. Ça ne causera pas de moisissure ni rien, donc c'est pas quelque chose qui est très grave. C'est juste la pétence des fois qui peut être un peu moins là. Et toujours dans la question concernant l'analyse de foin, ça coûte combien de faire analyser son foin? Généralement, c'est autour de 25-30 $ par analyse. Donc, si vous avez plusieurs batchs de foin, ça vaut la peine des fois de prendre des analyses différentes. Parce que justement, vous allez avoir une idée de quel foin placer sur quel chevaux, au lieu d'avoir qu'une analyse générale qui ne vous donne pas autant d'indications, en fait. Fait que oui, ça vaut la peine d'investir un peu parce qu'on peut placer notre foin sur nos bons chevaux, sauvant mourir, tout simplement. Et si une balle enrobée est percée, est-ce nocif? Oui. Les balles enrobées, très important de reboucher les trous tout de suite parce que aussitôt qu'il y a de l'air qui entre, il peut se développer de la moisissure. Ces Donc, moisissures-là peuvent être problématiques. si ça a été percé et qu'on le répare tout de suite, Ah, ça va.
Oui, mais il ne faut pas attendre. Puis attention aux chats qui vont jouer sur les ballons. Il y a des ratons laveurs aussi, puis dans des cas extrêmes, j'ai même vu des ours éventrer des ballons, puis ils ouvrent tout, vraiment, ils les éventrent, ils les sentent, ils vont à un autre balle à côté, ils l'éventrent. Dans ça, là, ça va être un peu plus compliqué à boucher, mais faites attention pour vrai, les oiseaux, les chats qui vont se promener sur les balles de foin, les enfants qui vont jouer ces balles de foin aussi. Tous les trous, c'est des potentielles sources de moisissure puis qui peuvent causer des problèmes au cheval. On continue sur la question de l'analyse de foin de tout à l'heure. On fait des back and forth. Est-ce qu'on fait une analyse par champ / voyage par couple? En fait, ça va dépendre si, exemple, vous avez 2 champs qui sont un à côté de l'autre, puis qui ont été semés à 5 ans d'écart, vous ne pouvez pas prendre... Ça va être 2 foins complètement différents. Si les 2 prairies ont été semées la même année, qui ont le même type de sol, qui se ressemblent, on peut prendre juste une analyse pour les 2. Mais c'est vraiment de voir quel type de foin on a. Puis des fois, on est là pour... On va pouvoir vous aider là-dedans. Là. Nous autres, on rentre dans la grange, puis on voit les différents types de foin, puis on vous dit, celui-là, tu pourrais le regrouper avec lui, mais lui, il faudrait vraiment le faire séparément. C'est à l'œil aussi, on voit les textures de foin, puis c'est à partir de là qu'on peut décider combien d'échantillons ça peut valoir la peine de faire. Parce que de ce que je comprends, il y a quand même des gens qui font venir du foin de fournisseurs qui ne sont pas forcément leurs fournisseurs habituels. Donc, il peut y avoir des questions qui sont reliées directement à justement, c'est pas ce qu'on donne d'habitude dans notre écurie. Donc, c'est beaucoup de questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, messieurs, dames? Et en passant, juste une parenthèse pour finir là-dessus, les fournisseurs de foin, ceux qui en font beaucoup en commercial, souvent, ils ont des analyses. Puis j'ai vu même des fois des fournisseurs envoyer des analyses aux clients pour qu'ils choisissent lequel foin ils désiraient avoir. Donc, ça peut être quelque chose aussi à regarder avec eux. Quand vous achetez un fournisseur qui fait vraiment commercial, de voir qu'est-ce qu'il y a comme analyse puis qu'est-ce qui convient le mieux chez vous. Donc, directement leur demander. Ouais. Quand on change de type de foin, combien de temps pour la transition? Idéalement, c'est toujours 10 jours, peu importe la transition. Donc, souvent, les gens vont changer d'une journée à l'autre, mais ça peut causer des problèmes de colique, ça peut même causer des problèmes de fourbus chez les chevaux qui sont sensibles. Donc, idéalement, sur 10 jours. La règle d'or, c'est de ne jamais changer plus que 25 de la ration aux 3 jours. Donc, les 3 premiers jours, 25 du nouveau foin, 75 de l'ancien. Après ça, 3 jours, 50-50. On continue comme ça pour que la 10e journée, la transition soit complètement terminée. Donc, dans le même ordre d'idée, quand on disait tout à l'heure d'avoir les cubes de foin ou d'ajuster sa ration au niveau des apports en fibres, c'est dans la même idée du 10 jours. Toujours graduellement, oui. Très important. Est-ce que mouiller le foin aide à cette transition? Non. À part si on a des chevaux qui sont encore là résistants à l'insuline. Ils sont, pardon? Qui sont résistants à l'insuline. Les chevaux qui ont des problèmes avec le sucre, oui, là, c'est quelque chose qui peut les aider, mais ça va toujours les aider de faire tremper le foin pour ces chevaux-là de toute façon. Merci. On nous dit merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présents ce soir et d'avoir posé toutes ces questions. Il nous reste quelques minutes ensemble. Si vous avez d'autres questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. En fait, ça fera plaisir à Catherine d'y répondre parce que c'est elle la spécialiste. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, comme je dis, s'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, on le répète, c'est Purina Connect, c'est ça? Et aussi sur la page Facebook. C'est ça. Puis vous, dans le fond, vous passez par la page équipurina.ca. Vous allez avoir aussi des outils de calculateur de foin et tout ça. Merci beaucoup, Catherine. Pour rappel, donc Catherine est agronome et donc a pris du temps avec nous ce soir pour passer au travers de toutes ces questions autour du foin. Si vous avez d'autres questions, même plus tard, même en rediffusion, par rapport à vos foins et par rapport aux rations de vos chevaux, n'hésitez pas à les contacter. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.
Au revoir.